Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est des lectures que j'ai lues il y a un certain temps. J'ai fait une petite pause, j'ai eu des petits problèmes de santé récemment, ce qui fait que ma voix va peut-être être un peu chevrotante, voire que je vais m'étouffer en vidéo. Mais ça sera coupé au montage, je l'espère. Aujourd'hui, avant de commencer, j'avais une petite chose à vous dire, c'est que ce week-end, je serai en dédicace rencontre avec H. Dalle à la librairie La Compagnie des Livres à Vernon. Vernon, c'est la petite ville qui est juste à côté de Giverny, vous savez, les jardins de Monet en Normandie. Ce sera à partir de 16h. Il y aura une dédicace suivie d'une rencontre. C'est accessible depuis Paris pour nos amis parisiens parce que avoir des dédicaces à Paris, c'est la croix et la bannière. C'est donc accessible via la gare Saint-Lazare, pas le TER avec l'arrêt donc Vernon-Giverny ou par la ligne J depuis Saint-Lazare. Si vous avez envie de faire un petit tour, voir ce cher Claude Monet et moi au passage, vous pouvez tout à fait le faire. Sur ce, on va commencer. Alors les livres, je peux pas vous les présenter en physique tout simplement parce que je vis dans la poussière au sens propre et j'ai pas accès à ma bibliothèque parce qu'on est en train de faire des gros travaux, ce qui fait que je vais improviser. Voilà, improviser sur des livres que j'ai lus il y a au moins un bon mois, voire un mois et demi. Des livres que j'ai plutôt appréciés pour certains et pour d'autres qui ont été une sacrée déception. Et je vous propose de commencer par celui qui m'a convaincu, avec notamment Le Manoir, Le Manoir en Cornouailles, Un Manoir en Cornouailles, qui est le premier ou le second livre d'une jeune autrice que je suis tentée beaucoup de suivre parce que ça a été une très belle découverte. Alors, Un Manoir en Cornouailles, c'est une histoire qui essaye de frôler avec le roman gothique sans être vraiment un roman gothique, c'est un drame, c'est une histoire de vie dans un manoir un petit peu étrange où il y a eu des choses terribles qui se sont passées et où le roman va toujours flirter, surtout au début, avec la question de est-ce qu'il y a des choses bizarres dans le manoir ou est-ce que c'est malheureusement la vie qui se passe ainsi. Vous avez deux trames narratives. La première se passe donc à peu près à notre époque avec un jeune couple qui cherche une salle pour se marier. Alors, et la jeune femme en question, c'est une jeune femme qui a un attrait pour la Cornouaille, qui va faire une liste de salles de mariage et au fur et à mesure des journées où il trouve ça toujours beaucoup trop cher, va affronter avec son mari les conditions météorologiques très compliquées et aboutir au manoir en question, qui est le manoir des Lapins Noirs, il me semble, et va tomber amoureuse de ce lieu décrépit qui ouvre enfin pour les cérémonies de mariage. Mais ce manoir, elle est persuadée d'y être déjà rendue avec sa mère décédée quand elle était petite. Et ce manoir recèle une histoire assez terrible. On est sur deux trames narratives où on suit une famille de nobles, nobles anglais, qui avaient ce manoir donc en parallèle de leur maison à Londres et dont la mère va subitement décéder d'une chute de cheval un jour et laisser le père avec ses 4 ou 5 enfants dans ce manoir qui est en train de décrépir avec l'arrivée d'une belle-mère assez compliquée. Je vous en dis pas plus, c'est un roman qui est assez prenant sur l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a des choses terribles qui se passent dans le texte. Voilà, à pas forcément mettre entre toutes les mains, mais on parle de mort infantile par exemple, de décès, de choses comme ça. Et en parallèle, on va avoir des plot twists. Alors malheureusement pour moi, le plot twist du texte, je l'avais vu venir dans le sens que c'est un plot twist très utilisé en littérature, mais qui frôle avec le tabou, l'interdit et une histoire d'amour qui est tragique et magnifique en même temps. Et c'est un texte qui, je trouve, est très bien construit sur son ambiance, parce qu'on est sur plusieurs ambiances à la fois. On est sur cette espèce de nostalgie, on va suivre ces enfants qui ont perdu leur mère et qui essayent de se reconstruire en parallèle de l'arrivée de cette belle-mère qui ne sent vraiment pas, et l'arrivée du beau-fils de cette femme en question. Et c'est un texte assez intéressant sur les relations fraternelles. Moi, c'est un texte qui m'a beaucoup ému, surtout alors à la fin. Il y a une scène qui se passe de réunion entre des personnages et ça m'a achevé parce que j'ai trouvé ça magnifique. Il y a un texte au-delà qui est bien écrit, qui est bien pensé. Alors, c'est pas un texte qui est forcément difficile à lire ou complexe au niveau de sa narration. C'est un texte pour moi qui est très accessible grand public, mais au-delà du fait qu'il reprend certains clichés, raconte une histoire qui est assez émouvante. Il raconte une histoire qui est bien menée du fait que le manoir est un personnage dans le texte, hein, souvent dans ces récits-ci, et est assez impressionnant tout en ressentant ce truc un peu glauque, parce qu'on a ce manoir à deux périodes différentes de la vie, une période où il était un havre de paix et une période où il est totalement le symbole d'une décrépitude. Et on va aussi suivre ce personnage
aujourd'hui de femme, quelle est sa relation avec le manoir, ce que ça va avoir comme implication sur son mariage, et c'est beaucoup de questions, voilà, de mystères qui sont soulevés, et qui sont pas forcément très difficiles à dénouer, sincèrement, si vous êtes habitué à ça, mais je pense que c'est plus les sentiments, les personnages et l'ambiance du texte, vraiment l'ambiance du manoir, la description des paysages, des scènes. Il y a des scènes où en fait on nous annonce un petit peu, il y a des indices, des MacGuffin qui sont dissimulés, et en fait quand on arrive vers la scène en question, on sait qu'il y a des scènes qui vont être terribles, et ça fait vraiment très très mal au cœur. C'est un texte qui parle aussi du décès, je trouve qu'il en parle plutôt bien, surtout vis-à-vis de personnages donc plus âgés comme la jeune femme, mais surtout d'enfants, et comment on peut basculer d'un foyer aimant à un foyer totalement déséquilibré par la perte de la mère là en question, et comment c'est important, et c'était pas fait à l'époque, mais d'accompagner les enfants dans les périodes de deuil, parce qu'on peut se retrouver dans des situations assez horribles et avoir des décisions et qui peuvent être justifiables de la part du père, mais qui peuvent être totalement destructrices pour les enfants en question. Bref, c'est un texte, si vous aimez la Cornouailles, voilà, cette région magnifique d'Angleterre que j'ai pas encore visitée, mais c'est dans mes projets. Donc les Cornouailles, c'est la région qui est un petit peu en dessous de Bath, qui est la région vraiment sur le sud-ouest, et qui a l'air d'être magnifique, qui a l'air d'être assez désertée, assez sauvage, et avec des manoirs, avec des lieux extraordinaires, hein. Les Cornouailles, c'est aussi toute la mythologie arthurienne que vous retrouvez là-bas, mais cette ambiance de paysage est vraiment très très réussie dans le texte, et ça m'a convaincue. J'ai vraiment vraiment envie de continuer à suivre l'autrice qui a écrit autre chose, qui a l'air d'être dans cette vibe un peu gothique, hein, parce qu'on flirte avec ça à certains moments, sans être totalement un récit, c'est pas du tout un récit d'horreur et tout, c'est juste que on voit que l'autrice rend un peu hommage aux questions qui sont liées à ce genre de maison un peu étrange. Et c'est vrai que Les Lapins Noirs, vous en ressortirez forcément marqué par cette lecture, mais ce manoir, il vous fascine autant qu'il vous terrifie d'une certaine manière, même si c'est pas du tout de l'horreur. Ensuite, alors là, on passe sur une lecture qui m'a beaucoup moins convaincue, et je suis vraiment déçue de le dire parce que j'aime beaucoup cet auteur, et ça a vraiment pas marché dans ce texte-ci, et c'est bien la preuve qu'il y a des auteurs, voilà, il y a des textes qu'on aime et il y a des textes qu'on n'aime pas. C'est pas en lisant un texte d'un auteur qu'on peut se faire un avis sur son œuvre. C'est donc Moriarty. Moriarty, qui est écrit par l'auteur qui a écrit Anne Dracula, Ken Newman, de souvenir, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé Anne Dracula, même s'il y a des faiblesses dans le texte. Et c'est un auteur qui se particularise par la réinterprétation historique, l'uchronie, ce genre de choses. Et dans Moriarty, on suit, comme dit le texte, les méchants dans Sherlock Holmes, mais on suit vraiment leur parcours criminel. On suit donc le personnage de Moriarty, et ensuite on suit le personnage qui est sa sorte de Watson, ce général chasseur, ouais, cette espèce d'aventurier en même temps qu'il loue pour ses services. Et c'est toute leur histoire, leur évolution de l'embauche de ce mec horrible jusqu'au décès de Moriarty, les liens avec les enquêtes de Sherlock Holmes. J'ai été très déçue par ce texte parce que je le trouve très découpé dans sa façon de faire. C'est vraiment des anecdotes et des anecdotes d'histoire qui sont enchaînées les unes les autres. Et le problème avec ce texte, c'est que moi j'adore les anti-héros, c'est pas du tout mon problème. Le problème, c'est qu'un anti-héros, pour qu'il soit réussi, faut qu'il y ait un minimum d'attachement. Et là, ce sont des pourritures, les deux, et j'ai vraiment aucun attachement. Genre, j'aime beaucoup le personnage de Moriarty. Je suis assez fascinée par ce personnage, hein, comme beaucoup de gens. Mais là, je le trouvais totalement raté là-dessus. Et surtout, son capitaine, je l'ai pas supporté. Ce mec, en fait, est tellement abject et immonde pendant tout le texte. Alors bien sûr, il a son côté humain, où parfois il trouve que Moriarty, malgré le fait qu'il commet pas les actes et qu'il les délègue, est une créature encore plus horrible que lui. Mais ce mec est à gerber, et ça m'a dégoûté pendant tout le texte. J'ai pas eu d'intérêt, surtout que c'est des histoires, je les ai déjà découvertes par Sherlock Holmes, donc en termes de narration, même si on avait ce point de vue-là, on voit les plans qui échouent et ce genre de choses, bon. Et j'ai beaucoup de mal avec ce texte-ci, parce que comme ce sont des pourritures, en général, ils n'apprécient pas forcément la gente féminine. Et alors vous allez entendre un mot assez désagréable, mais entendre Irène Adler qualifiée de PUTE pendant tout le texte, ça m'a un peu gavé. Voilà, pour le coup, je trouve ça en fait, le texte est hyper rabaissant sur pas mal de choses, et il y a de la cruauté animale. En fait, il y a tout le mec remplit toutes les cases du truc qui me dégoûte chez certaines personnes, donc et j'ai pas eu d'attachement. Ce qui n'est pas le cas avec des figures comme le Joker, qui c'est pas le cas avec des figures beaucoup plus emblématiques de la littérature. Là, je trouve que
le texte n'est pas forcément réussi, et surtout les histoires sont un peu répétitives, on voit les casses et ce genre de choses, et t'es en mode je les ai déjà découvertes, j'ai pas forcément trop d'intérêt. En plus, je trouve que les nouvelles, elles sont pas très palpitantes, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi, c'est vraiment une lecture qui m'est passée totalement au-dessus de la tête. Alors, c'est un parti pris, c'est intéressant de redécouvrir si on voit les recherches, on voit que King Newman connaît Sherlock Holmes et qu'il a travaillé son truc, qu'il a travaillé la période historique et tout. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas été une réussite. Je pense que c'est sympa pour des gens qui connaissent pas trop Sherlock Holmes, qui connaissent de loin et qui vont découvrir ce personnage-ci, ce qui n'est pas mon cas pour le coup. Et je trouve que même si la plume est plutôt belle et assez riche, on s'ennuie vite, c'est vite redondant, et autant j'adore les recueils de nouvelles, les compilations d'anecdotes comme ceci, c'est un peu ce que fait James Lovegrove dans sa saga sur Sherlock Holmes et les mélanges Lovecraftiens. C'est pas toujours cool parce que c'est souvent très court, pas assez développé, et un enchaînement de choses qui n'ont pas forcément de sens les uns avec les autres, et j'ai pas forcément apprécié. Je peux pas pouvoir dire forcément des choses positives, hormis que le visuel est très réussi. C'est des couvertures qui appâtent, voilà, qui a ce côté un peu, on retrouve un peu un côté steampunk dans la couverture, qui est un peu, vraie vieille Angleterre, qui correspond pas forcément au texte, mais sachez qu'en fait ça parle pas vraiment de Moriarty. Moriarty est le personnage secondaire, on parle vraiment de ce mec qui est son Watson en puissance, et qui est un mec horrible. Tous les personnages qui gravitent, je trouve qu'en plus, comme on a leur point de vue de méchant, on a des caricatures je trouve, de personnages de l'univers de Sherlock Holmes qui sont bien mieux traités dans pas mal d'autres réinterprétations. Mais ça, c'est une question de goût. Je sais que j'ai eu plusieurs messages quand je l'ai lu qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément aimé aussi, et je peux sincèrement le comprendre. Après, si vous êtes vraiment amateur de format où vous avez des petites... c'est quasiment des nouvelles dans le texte, où vous pouvez vous arrêter très très souvent et lire des livres entre chaque nouvelle. Voilà, mais à mon sens, si vous avez un intérêt particulier pour Sherlock Holmes, je pense que ça peut être une déception, parce qu'on a eu des Moriarty beaucoup plus intéressants, que ça soit dans le cinéma ou dans la littérature. Et là, c'est un petit peu un flop pour moi. Et ensuite, et pas des moindres, un texte qui m'a retourné. C'est un peu toujours le cas. En fait, je trouve que cette série est très intéressante. Alors, elle prend beaucoup de temps, qu'elle n'est pas forcément accessible à tous. Mais je dois vous dire que le personnage de Belovez est un personnage qui me fascine assez. C'est la deuxième partie donc du cycle des rois du monde, donc c'est toujours compliqué, vous avez même pas mort, et ensuite vous avez deux livres qui correspondent au deuxième tome, parce que ça a été coupé en deux. Je vous présente la deuxième partie, et cette deuxième partie, je peux vous dire que le gossip est présent. J'étais convaincue. Vous savez que Jaworski, souvent dans ses textes, a des grosses périodes en début de texte à expliquer l'univers, à poser les choses. Alors autant le premier tome de cette deuxième partie était assez long à se mettre en place, avec une scène de banquet, je vous avais expliqué, qui durait des pages et des pages, et une fin extraordinaire, voilà, avec des trahisons et ce genre de choses, et notre Belovez qui se fout encore dans la merde. Et donc là, on est à la suite de ce tome 1, où Belovez, par un concours de circonstances, va se retrouver emprisonné et va retrouver sa maman, et ça va pas se passer comme il le pensait, et va retrouver surtout une figure de sœur assez intéressante, et va se retrouver chez ses ennemis en fait. Belovez, pour ceux qui suivent pas Roi des Mondes, je vous parle comme si vous connaissez Roi des Mondes, c'est quasiment de la fantaisie, mais c'est plus proche de l'historique celtique, avec une touche de fantastique dans le texte, où vous suivez Belovez et Ségovez, qui sont deux frères dont le père a été tué, qui ont prêté allégeance à leur oncle, qui est un peu le roi des peuples celtes, voilà, dans lequel il est. Il y a plein de problèmes d'allégeance, de différents rois et tout ça. Et notre cher Belovez, dans le premier tome, va être tué au combat et va survivre en passant un pacte en se rendant sur une île. Voilà, il se prend une lance, il me semble, avec des femmes, des sortes de sorcières, qui vont lui faire prêter un serment. Et le serment a tout un intérêt dans cette deuxième partie, parce que Belovez va subir un nouveau jugement pour ses actes, parce que il est capturé par l'ennemi, qu'il a trahi le camp de son père, voilà, il est contre sa mère, puisque leur oncle est en opposition avec eux, et se retrouve à être jugé sur ce serment. Pas vous en dire plus sur la narration, sur la trame et tout, mais je peux vous dire que ce bouquin, on va parler de mes émotions pour cette fois-ci,
m'a brinque-ballé dans tous sens. Au sens que j'ai eu mal au cœur dans ce texte parce que, faut dire ce qui est, Jaworski dans celui-ci, il est extrêmement cruel. Il y a Belovez qui va être menacé de part en part. Le pauvre, il se retrouve dans cette situation. Et en fait, c'est sa faute, parce que Belovez, il prend toujours les mauvaises décisions. Et ça continue. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une scène dans le texte où j'ai été scotchée. C'est rare que ça m'arrive, mais j'ai été scotchée. Et autant ça va me créer des tensions, parce que on va menacer, par exemple, Belovez de devoir sacrifier une des personnes qu'il aime le plus. Un personnage qui est vraiment super dans le texte, et ce qui fait que toi en tant que lecteur tu ne sais jamais comment Belovez va réagir parce que cet homme est totalement instable, voilà. Et donc t'as cette crainte-ci, t'as aussi le côté touchant où Belovez en fait va retrouver sa mère et on va comprendre un peu plus leur relation, et on va comprendre aussi sa relation avec sa jeune sœur, et ce qui arrive à sa jeune sœur est assez terrible, voilà, ses relations avec les autres, on va dire dirigeants, et pourquoi on se retrouve dans une situation, parce que Jaworski nous dévoile un peu les secrets de cet univers, parce que entre le tome 1 et ce tome 2 coupé en deux, il y a quand même un bond de quelques années, hein. Belovez se marie, a des enfants et ce genre de choses, et on nous parle d'une femme dans la forêt. Quelle est cette femme dans la forêt, on ne sait pas, et Belovez est un peu béni des dieux, du moins il a une incidence avec les dieux, une incidence sur sa vie, il est un peu une sorte d'être qui est accompagné par les dieux, et c'est vrai qu'on ne sait jamais où ça va, et c'est ça qui est hyper palpitant. Alors moi je suis toujours très admirative du travail de Jaworski en termes de construction d'univers, vraiment la recherche historique qu'il y a là-dessus. Alors c'est toujours un peu parfois trop, c'est-à-dire que monsieur aime bien en faire un peu too much, c'est-à-dire d'écrire beaucoup trop, parler de 36 millions de personnages, tu sais même plus qui est la mère de qui, mais ce tome 2 est beaucoup plus palpitant parce qu'on a cette scène d'emprisonnement, voilà, où on a cette tension narrative, et on a beaucoup de choses sur des explications de ce temps qui a sauté. Et je peux vous dire que Bibi a été scotché pendant une période de révélation, voilà, où Belovez, on va savoir qui est la femme de la forêt, on va savoir un peu plus sur son mariage, et notamment sur le mariage de son frère Ségovez. Je vais pas vous en dire plus parce qu'il faut que vous appreniez comme moi la nouvelle, mais je peux vous dire que plus je lisais, je dis ouais, c'est intéressant, et puis Ségovez, il est particulier aussi, on apprend quelque chose sur Ségovez, j'étais en mode quoi? J'étais en mode ça m'a fait plaisir d'être surprise comme ça, et là, on apprend un truc, et je suis en mode, mais Bello, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible. Mais vraiment, j'étais en mode Gossip Girl. J'étais en mode, c'est pas possible. Non, mais vraiment, mais c'est rare que des auteurs arrivent à mettre des claques comme ça en termes de surprise et tout, mais ça, je l'avais pas vu venir. Et ça, je pensais pas que Bello était capable de faire ça. Et ça explique tellement de choses. En fait, on a la résolution de beaucoup de choses, parce qu'on sait dès le début de ce tome 2 que la femme de Belovez, qu'il aime d'une certaine manière, il aime beaucoup ses filles, c'est beaucoup dit dans le texte, et Belovez, il a cet interdit de ne pas attaquer les femmes, voilà, c'est quelque chose qui est présent dans le texte. Et on apprend pourquoi sa femme a essayé de le tuer, parce que c'était quand même une information importante. Pourquoi, et le pourquoi du comment, t'es en mode mais what the fuck? Mais what the fuck? Et j'aime bien parce qu'en fait Belovez, c'est un personnage qui a tellement de défauts et qui est tellement humain, et pourtant ce trait de caractère là, c'est un truc que je ne supporte pas, mais chez Bello je l'accepte parce que la culture est ainsi, parce que la société est ainsi, et que l'histoire, voilà, évolue ainsi. Mais la claque, franchement, même pas mort. Si vous avez eu gagné la guerre comme moi, et que vous avez moyennement apprécié, que vous n'avez pas trop apprécié Jaworski, sincèrement, le cycle des rois du monde, pour moi, est bien au-dessus. Mais vraiment au-dessus. Et ça me fait plaisir qu'il y ait des auteurs français qui arrivent à me balader comme ça, d'avoir vraiment ce tome 2 de même pas mort, hein, les deux m'ont fait passer par des émotions. Je vous dis, moi j'ai failli chialer au prologue du premier tome, et là j'ai failli chialer à plusieurs. C'est extrêmement touchant, et c'est surtout que ça m'a beaucoup surprise. Quand il y a de l'épique, j'ai les frissons. J'ai rarement un auteur qui arrive à me faire passer des émotions ainsi, en plus dans un monde qui est hyper froid et dur. Et cette fin où on repart sur quelque chose, où Belovez va reprendre une décision, tu te dis mais Bello,
Bélo, il y a une solution, pourquoi tu vas par là? Voilà, Bélovès, c'est un mec qui a beaucoup d'honneur, et en même temps pas tellement, mais qui répond à certaines choses, qui est fidèle et qui n'a pas peur de se mettre ses proches, ses alliés à dos et à trahir et à être trahi, voilà. Et c'est un texte d'autant plus dans celui-ci que j'ai beaucoup aimé parce que Jaworski, c'est un reproche que je fais dans ces univers, c'est que le traitement des personnages féminins est vraiment pas fou. Voilà, vraiment, vraiment pas fou, voire très problématique. Et là, dans celui-ci, la part des femmes est assez importante. Alors, elles sont assez clichés sur certaines... Voilà, elles répondent à des, je trouve, des fantasmes un peu masculins sur leur construction. Mais là, on a un tribunal où des femmes puissantes sont présentes, où les personnages féminins ont un rôle actif dans le récit, c'est minimum syndical et ça fait plaisir de voir aussi ça parce que les Celtes sont des peuples a priori où les femmes avaient un rôle dans la société. On est loin du christianisme dans lequel la France a baigné plus tard, hein. Que ce soit les peuples vikings ou les peuples celtes, on voit que les femmes, bon, bien sûr, répondaient à des valeurs marchandes et ce genre de choses, mais avaient un intérêt particulier. Et ça fait plaisir que Jaworski mette un petit peu en avant ça. Alors bien sûr, elles sont pas très très en avant, mais au moins elles ont le courage d'être présentes. Et là, on va beaucoup parler de relations humaines, et c'est peut-être pour ça, parce que ça change un peu de ce qu'on a lu. Ce tome est toujours belliqueux parce que ça se bat, ça se découpe, il y a des trahisons et tout, mais il y a quand même une partie qui est faite aux émotions et surtout à la construction de vie de Bélovès, à ses réponses, et c'est un des trucs que j'ai préféré dans le texte. Et c'est un personnage, moi, qui me fascine pour ça, parce que je pense que ça fait partie de mes personnages préf en ce moment parce que il est instable. Voilà, il est instable, il est surprenant et il est très très humain. Et c'est vrai que Jaworski, sur ce coup-ci, je trouve que Bélovès est bien mieux construit qu'un Buonvenuto ou autre. Là, Bélovès, il répond à ce qu'est l'homme, c'est-à-dire une créature un peu imprévisible et qui prend des décisions parfois pas forcément logiques. Et c'est ce qui est très très beau. Alors on parle aussi de Ségovèse et de pas mal de choses, et j'étais surprise que l'on parle de ça, de ces thématiques-ci, hein, parce que le public de Jaworski n'est pas le public le plus ouvert d'esprit qu'on connaît, voilà, sans jeter la pierre, mais c'est un fait, hein, ça fait partie des publics, moi, où j'ai eu le plus de problèmes en tant que femme sur les réseaux sociaux, hein, voilà, ils sont un peu sexistes et autres, quand on lit leurs commentaires, donc j'étais très surprise et contente que Jaworski prenne aussi ces virages-ci. Et si vous êtes fan d'historique et que vous êtes intéressé par les Celtes, je pense que c'est un must-have qui n'est pas forcément accessible du fait que c'est lent à se mettre en place, il y a beaucoup de descriptions. Mais quand ça y va, ça y va. Ça vaut vraiment le coup, et je pense que vous allez vous prendre des claques dans la gueule comme moi. Pour les gens qui ont lu cette deuxième partie, sans spoiler, dites-moi en commentaire si vous avez été aussi surpris que moi. Mais je sais que Arnaud Cazelle, qui est un de mes auteurs chez Les Trois Normes, donc a écrit Nous regrettons la mort, qui est un super livre, est un grand fan de Jaja, et m'avait dit que Roi des Mondes était vraiment très cool, et que voilà, j'allais apprécier, que c'était surprenant, il fallait que je m'accroche et tout. Et c'est vrai que voilà, j'ai très très hâte de continuer la série, et pour le coup, c'est bien la preuve qu'on peut aimer. Voilà, c'est le depth lecture où on peut dire qu'on peut aimer un auteur dans une saga, dans une série, et pas du tout l'aimer dans une autre, hein, voilà. On aime des livres, on n'aime pas forcément des auteurs pour le coup, et des univers. Et c'est vrai que je vous conseille 100% cette série française, qui est à mon sens la meilleure que Jaworski ait écrit. Voilà, j'ai lu quelques petites choses quand même de Jaworski maintenant pour pouvoir me statuer un petit peu plus là-dessus, mais Roi des Mondes, à mon sens, c'est de la très 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 bonne fantasy, light fantasy, parce que c'est vraiment les dieux qui sont présents, mais la plume en plus de Jaworski est un délice, parce que c'est riche, c'est pas trop compliqué, c'est très descriptif. Si vous aimez ça, comme moi, je pense que vous allez être convaincus. Alors sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez lu ces livres, notamment si vous êtes dans le cycle de Roi des Mondes, ce que vous en pensez. Voilà, si vous préférez le cycle avec Buonvenuto et ce genre de choses, si vous avez lu ces ouvrages. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que, ça c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin, le mois de l'imaginaire commence, donc on va lire beaucoup d'imaginaire ce mois-ci. J'ai du retard dans mes updates lecture et ce genre de choses, mais on sera un petit peu décalé cette année. On va être, je pense, mi-octobre, mi-novembre sur tout ce qui est un peu horrifique et ce genre de choses. Parce que j'ai eu des problèmes de santé, comme je vous expliquais, et ça a été, j'ai pas pu tenir le timing comme d'habitude, et voilà, il y a eu plein de problèmes chez Les Trois Nornes et tout qui font que c'est un peu bousculé. Mais
On est parti pour le mois de l'imaginaire et j'ai très très hâte parce que tous les dimanches on va vraiment parler de ce genre qui est mon genre préféré et un peu le genre de cœur de cette chaîne. Et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.